Margot, donc bienvenue sur mon blog. On recommence. J'explique pour quelles raisons. En tout cas, je te remercie pour ta patience et je suis très contente de t'avoir sur mon blog. Et je suis contente que ça s'enregistre cette fois-ci parce que la dernière fois, malheureusement, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Oui, ça arrive. Nous nous sommes rencontrés en fait au sein de notre ancienne entreprise. Tu étais attachée de recherche clinique dans le secteur pharmaceutique et pour différentes raisons, tu as décidé de changer de vie, de partir en voyage avec ton copain Julien. Et vous voyagez, là vous êtes rentré à Paris, donc j'ai eu la joie de te rencontrer hier. Grâce à Aïda, nous avons repris contact. Coucou Aïda. Tu nous as parlé de tes aventures et ça m'a donné envie de t'interviewer pour mon blog parce que tu as un parcours inspirant, tu as fait des choses différemment qui sortent du lot et vous voyagez d'une manière alternative, écologique. Vous prenez votre temps et vous voyagez en stop, ce qui est tout à fait original et atypique. Donc, bienvenue et je suis très contente de t'avoir ici avec moi. Encore une fois. Alors, première question. Donc, le déclic et la décision, comment ça a commencé? Alors, toi, tu le sais déjà. Oui. Donc, le déclic, ça a été par rapport à ma démission de l'entreprise dans laquelle on travaillait toutes les deux. J'ai démissionné pour des raisons qui me sont propres. Vraiment, j'étais à 2 doigts du burn-out, donc vraiment trop de stress, trop de projets, une petite mésentente aussi avec ma manager. Et du coup, pour moi, la seule porte de sortie, c'était la démission. Donc, du jour au lendemain, j'ai écrit ma lettre de démission et je l'ai posée sur le bureau des RH. Donc, c'était très rapide et ça m'a soulagé un grand coup ce jour-là. Et le soir même, j'en ai parlé à mon copain. J'ai dit, en fait, ce matin, j'ai posé ma lettre de démission et là, surprise, il en est resté bouche bée parce que pour lui, démissionner, c'était énorme, sachant qu'on était tous les deux en CDI, qu'on gagnait plutôt bien notre vie, qu'on avait notre petite vie posée, et il n'a pas su quoi dire. Et 2 jours après, il est revenu vers moi, et là, il m'a dit, si tu veux, je démissionne, et on part faire le tour du monde. Et j'ai dit oui. C'était un peu comme une proposition de mariage, et... C'est même mieux qu'une proposition de mariage, moi, je trouve. Oui. Voilà comment ça s'est fait. Et du coup, super, un beau début. Et ma deuxième question, c'est pourquoi partir en voyage? Parce que tu aurais pu faire d'autres choses à la place. C'est vrai. Pourquoi En fait, pourquoi je pense toujours que c'est ma soif de curiosité. Enfin, je suis vraiment une personne curieuse par nature et j'aime vraiment apprendre tout un tas de choses. Donc, c'est peut-être égoïste que de partir pour ces raisons-là, mais vraiment, c'est ma raison première. Je sais pas pour Julien parce qu'il a peut-être ses propres raisons aussi, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment ma soif d'apprendre. Je voulais apprendre d'autres choses, sortir de mon petit confort, de ma vie toute rangée et de ma routine aussi, pour apprendre vraiment d'autres cultures, d'autres façons de voir les choses, discuter avec des gens et échanger des points de vue, surtout avec des gens qui n'ont pas du tout le même passé que moi, pas la même éducation, pas la même vision des choses, parce qu'ils ont grandi dans un environnement différent, parce qu'ils ont été influencés différemment. Et vraiment m'enrichir de tout ça et de peut-être d'un jour de rendre tout ça, alors je ne sais pas sous quelle forme, mais de partager mon expérience par exemple, ou de faire un métier qui va permettre parce que oui, je n'envisage plus de refaire le même métier, mais de faire quelque chose qui va rendre tout ce que j'ai reçu en fait pendant ce voyage. Donc voilà. Le projet en construction est en cours. C'est une quête personnelle et c'est la curiosité qui nous dit l'enrichissement personnel aussi. Ouais. Et en même temps, l'envie de partager ce que tu apprends et de donner en fait par la suite. Oui, c'est tout à fait ça. C'est égoïste et en même temps c'est généreux. C'est les deux en même temps. Ce qui est super. Alors, les préparatifs.
Qu'est-ce que vous avez dû faire pour pouvoir quand même s'organiser pour partir en sécurité et en bonne, voilà, confortablement pour plus d'1 an de voyage? Alors, bah, faut savoir qu'au niveau des préparatifs, ça a été très court, puisque on a fait tout ça en 3 mois. On avait nos 3 mois de préavis avec nos CDI. Et 3 mois, c'est très très court. Premièrement, on s'est intéressé à la santé, donc on a été chez nos médecins, on a vraiment fait tous les bilans nécessaires pour être sûr de partir en voyage en bonne santé. Donc pour nous, c'était bilan dentaire, ophtalmologique, santé, on va dire générale chez le médecin traitant. Pour d'autres, s'ils ont des pathologies qui nécessitent un suivi particulier, bah, c'est vraiment très important. Et puis on a fait nos vaccins aussi. Alors nous, ça a été une prise de position. On se dit qu'on préfère être protégé par les vaccins. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas forcément pro-vaccin et qui peuvent avoir à redire. Donc ça, c'est vraiment des décisions personnelles, mais en tout cas, si on doit prendre la décision de faire un vaccin, il faut le faire au plus tôt, puisqu'il y a certains délais avec des rappels, donc il faut le faire au plus tôt. Donc ensuite, une fois le volet santé, on va dire fait, réglé, on est passé à tout ce qui est administratif. Donc qu'est-ce qu'on fait de l'appartement dans lequel on est locataire, au niveau de nos comptes en banque, de tous les contrats qu'on a, genre électricité, téléphone, internet, tout ça. Donc il faut gérer tout ça. Donc c'est vraiment purement administratif. Ça c'est la partie peut-être la plus chiante d'un préparatif voyage. C'est vraiment de se replonger dans les papiers, de devoir dire à l'administration, bah on sera domicilié chez nos parents parce que là ça y est, on rend l'appartement. Voilà, tout ça. Et puis en dernier, finalement, ça a été de faire nos sacs. On a pris des affaires qu'on avait déjà avec nous. On a essayé d'optimiser tout ça en lisant des blogs quand même de voyageurs et de composer avec ce qu'on a. Et on a acheté vraiment que ce qui était nécessaire en fait. On est parti avec ce qu'on avait déjà. C'était aussi une manière pour nous d'économiser, voilà. Pour pas, et finalement écologique puisqu'on réutilise des choses qu'on a déjà et pas pouvoir pas s'acheter du matériel comme ça technique alors que finalement on a déjà la plupart des choses. Voilà, donc on a fait tri, on a pris ce qu'on avait besoin et on est parti avec nos sacs voilà, en dernier à l'aventure. Si on t'écoute, ça n'a pas l'air si compliqué que ça, parce qu'il y a le volet santé, il y a l'administratif, et il y a faire ce sac. Et ça peut se faire en 3 mois, voire moins. Mais quand même, moi encore une fois, c'est ce que je te dis hier, j'ai salué le courage, parce que c'est pas tout le monde qui peut faire, je veux dire, c'est tout le monde qui peut faire ça, mais c'est pas tout le monde qui prend ce risque-là. Et je trouve ça un bel exemple, c'est un choix de vie, c'est une aventure, donc chapeau pour ça. Merci. Alors, ce qui m'intrigue dans votre choix de voyager, en fait, c'est ces 4 volets, donc sans limite de temps. Ouais. Le volet écologique, donc limiter votre impact environnemental. Et le volet économique, donc dépenser pas énormément d'argent, je crois 2 ou 3 euros par jour. Et puis de rencontrer, d'aller vraiment à la rencontre des gens. Donc, est-ce que tu peux développer comment vous voyagez? Tu l'as résumé avec les 4 volets, en fait, ça fait vraiment partie de notre voyage. Alors, du coup, développer, par où commencer, en fait? Ouais, peut-être pourquoi ces volets-là, en fait, qu'est-ce qui vous a motivé et puis comment vous les appliquez justement pendant votre voyage au quotidien? Alors, pourquoi on en est venu à ce type de voyage? Alors, déjà, en fait, c'était tout bête, mais avec, du coup, vu qu'on était des missionnaires, on n'avait plus de rentrée d'argent. Donc, il fallait d'abord voyager sur nos économies. Et on n'a pas, on est issu de familles modestes, on a un petit peu d'économie, mais on n'est pas riche non plus. Du coup, c'était vraiment pour des raisons budgétaires à la base. Alors, on s'est penché sur le sujet et on s'est dit, bon, qu'est-ce qui fait que dans un voyage, ça coûte de l'argent?
en fait, il y a 2 gros postes de dépenses. C'est les transports et l'hébergement. C'est vraiment ce qui plombe un budget voyage quand on regarde de plus près. Alors du coup, pour le transport, nous, on était déjà dans une mouvance écologique. À Paris, on faisait notre propre compost, on achetait nos légumes à la MAP, enfin, on avait déjà des initiatives très écologiques. Et du coup, on s'est dit, bon, on varie l'avion de notre voyage, on va pas du tout utiliser l'avion parce que ça va être un moyen économique, mais aussi écologique. Donc ça nous va parfaitement. On va utiliser le stop parce que pour nous, on avait déjà fait du stop avant, très, très occasionnellement pendant nos vacances, et ça s'était super bien passé. On avait fait de super belles rencontres. Ça nous avait donné finalement les meilleurs souvenirs de voyage. Et puis, c'est vrai qu'on voit la chose comme il y a plein de gens qui utilisent leur voiture et qui utilisent leur voiture tout seuls, donc qui ont cet espace-là avec des sièges passagers vides. Et c'est complètement incompréhensible et un peu aberrant. Enfin, pourquoi ne pas plutôt développer ces solutions-là de stop, covoiturage pour permettre finalement d'émettre moins de gaz à effet de serre, en tout cas de rationaliser un peu le transport. Donc voilà, on en est venu rapidement à la solution stop. Ensuite, comme je le disais, comme on a fait du stop et que ça s'était super bien passé et que ça nous avait fait vraiment de beaux souvenirs de voyage avec des rencontres vraiment superbes, on en est venu à pour rencontrer les gens finalement, pour se donner les moyens de leur parler, il faut utiliser des moyens alternatifs, comme l'hébergement chez l'habitant, comme les missions de volontariat, comme tout simplement aller leur parler dans la rue. Alors je sais que c'est pas très facile, mais au final, de s'ouvrir un peu et d'essayer d'aller vers l'autre. Puis en fait, on se rend compte que la peur d'aller vers l'autre, elle n'a pas lieu d'exister parce que la plupart des gens, quand tu t'intéresses à eux, ils te répondent avec un grand sourire, ils te racontent leur histoire et c'est super enrichissant pour les 2 parties en fait. Du coup, voilà, on en est venu à utiliser les moyens alternatifs, donc comme je te disais, l'hébergement chez l'habitant et le volontariat pour se faire héberger. Du coup, ça rayait aussi la ligne de dépense de l'hébergement. Et c'est surtout que nous, les hôtels, avant on voyageait aussi pas très hôtel, on était plutôt auberge de jeunesse ou tente. Parce que pour nous, les gros hôtels, c'est vraiment un truc qu'on cherche à fuir parce que c'est vraiment pas du tout dans nos valeurs, c'est-à-dire que c'est généralement les hôtels à l'étranger, ils font tout pour plaire aux clients, c'est normal puisque les clients investissent, mais finalement on reste, on n'a pas du tout la culture locale. En fait, on reste avec notre propre environnement très occidentalisé, avec la nourriture qui nous sert là-bas, c'est très occidentalisé aussi. Finalement, on voyage pas trop dans ce genre d'hôtel. Et puis le personnel est aux petits soins, mais quand on leur demande des conseils sur quoi visiter, ils nous renvoient surtout sur des trucs très touristiques et pas du tout ce que nous on cherche à voir ou à faire. Et du coup, ces moyens alternatifs-là pour rencontrer les gens, on s'affranchissait de cette barrière en fait de la relation humaine avec de l'argent, c'est-à-dire que comme je te paye pas un service, en fait on se retrouve d'égal à égal. Je viens vers toi, je te pose des questions, je m'intéresse à ta culture et finalement moi cette relation monétaire, tu vas pouvoir me parler, me dire ce qui t'anime, ce qui te plaît. Tu vas me parler de ta culture avec plaisir. Tu vas pas me mentir, tu vas pas vouloir me faire plaisir parce que je t'achète quelque chose. Tu vas me parler parce que tu vas me répondre sur toi, ce qui te plaît, parce que je m'intéresse à toi et que, en fait, on s'affranchit de ces relations-là. Et du coup, on en est venu à ce type de voyage, finalement, fait de rencontres,
fait de notions d'écologie avec le stop, sans limite de temps, oui, parce que finalement, en prenant son temps, bah, c'est là que on peut permettre de faire des belles rencontres, de voir pas mal de choses, d'apprendre aussi. Et c'est surtout, comme je le disais, nourrir ma soif de curiosité. Et voilà, en fait, c'est un tout. Et ces notions-là sont pas indissociables. Enfin, justement, elles sont indissociables. On peut pas. L'une ne va pas sans l'autre, en fait. C'est vraiment un tout. Elles sont complémentaires, oui. Elles sont tout à fait complémentaires. Et c'est chouette parce que c'est vrai que ça nous sort de notre mode de vie est très commercialisé en fait. On va au travail, on vend notre temps et on gagne de l'argent, ce qui est bien. Moi, je suis contente d'avoir mon salaire, de faire une expérience professionnelle, je suis ravie de ça. Et je pense qu'on a tous besoin d'avoir de l'argent pour vivre. Je pense, peut-être je me plante, mais je me sens comme ça. Et en tout cas, ce qui est intéressant dans ton exemple, c'est que dans votre exemple, c'est que du coup, vous sortez de ce mode de vie commercialisé et les échanges sont différents. Elles sont pas en mode consommateur, mais en mode vraiment, effectivement, différent. Je sais pas comment l'expliquer, mais vous sortez un peu du système classique, on va dire. Donc, c'est beau, c'est chouette. Alors, petite précision, on n'est pas des voyageurs hors système, puisqu'il y en a quelques-uns qui ont vraiment voulu s'affranchir de ce système. On n'est pas hors système, puisque quand même on fait des dépenses. Donc on dépense pour notre nourriture, on dépense aussi pour visiter des lieux, parce que pour nous aussi, payer pour visiter des lieux, bon, on veut bien sûr les visiter, mais c'est pour nous tout naturel que de contribuer à la préservation de ces lieux, donc de payer notre ticket d'entrée. Et puis on paye pour des loisirs parce que de temps en temps sur la route, c'est pas toujours facile. Et si on peut se payer un petit plaisir, bon voilà, on est quand même dans le système économique, mais on essaye de s'affranchir vraiment de plusieurs pour nous choses qui dévient et qu'on aimerait retourner vers des choses plus simples en fait, plus naturelles, plus simples. Ok, super, merci pour ça. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que pour toi voyager n'est pas en fait? Quels sont les modes de voyage que toi tu n'aurais pas faire en fait? Tu en as déjà commencé un petit peu à parler, vous donnez l'exemple sur votre blog. Ouais. Alors, qu'est-ce que pour moi voyager n'aime pas? Je n'aime pas les gens qui partent voyager pour mettre le tampon d'entrée d'un pays sur leur passeport et de faire la collection de tampons sur leur passeport et qui s'affichent avec la collection de tampons justement. C'est un peu je te montre que j'ai les moyens de voyager dans ces pays. Enfin, c'est vraiment comment dire, c'est crâné en fait, j'aime pas. J'ai aussi des tampons sur mon passeport, je m'en vante pas, pour moi comment dire, je sais pas comment expliquer. Pour moi, visiter un pays, en fait, c'est pas d'aller à l'aéroport, de se faire tamponner son passeport, de rester quelques jours dans un hôtel tout confort et de repartir ensuite et de dire ah tiens j'ai visité tel pays. C'est comme avant les voyageurs qui venaient en France, en tout cas à Paris, puisqu'on a hébergé des voyageurs aussi par le site Couchsurfing. Je n'aimais pas trop les voyageurs qui venaient chez moi à Paris et qui me disaient ah bah ça y est j'ai visité la France. Bah non, Paris c'est pas la France. En fait la France il y a beaucoup de plein d'endroits. En fait il y a de chouettes endroits, pas qu'à Paris d'ailleurs. Et tu peux pas dire j'ai visité un pays en visitant une ville ou un bout de plage ou je sais pas en fait. Un pays, il est fait de plein de régions, de paysages différents et de gens avec des cultures différentes, parfois des dialectes différents. Et voilà, il faut tout prendre en compte. Il faut pas, voilà, j'aime pas les gens qui se disent avoir visité tel pays. D'ailleurs, j'aime pas trop en fait les expressions dire j'ai fait tel pays. Alors j'ai horreur de ça. Pourquoi pas dire j'ai fait le tour de ce pays-là, j'ai visité telle chose, mais alors j'ai fait la France, j'ai fait l'Espagne, j'ai fait le Honduras ou je ne sais pas quoi. Ça rentre dans cette démarche de je collectionne finalement les pays sur mon passeport et en fait c'est un peu du mépris pour le reste.
Donc j'en parle aussi sur mon blog, parce qu'il y a des amis qui nous ont envoyé des liens vers le blog d'une fille qui s'appelle Cassie Pécole, c'est une américaine, et qui, elle, en fait, s'est fait sponsoriser pour visiter tous les pays, tous les États souverains en un minimum de temps, donc elle a réussi à le faire. Elle a visité 196 pays en 3 mois, je crois. Oui, c'est ça. Donc, si on divise par le nombre de pays, enfin le temps par le nombre de pays faits, ça représente 2-3 jours par pays. Enfin, je sais pas, mais quelqu'un qui vient 2-3 jours en France, il peut pas dire qu'il a visité la France ou qu'il connaît quelque chose de la culture française. C'est impossible. Et même quand bien même le pays est tout petit, il n'y a pas beaucoup d'habitants, mais je trouve que c'est pas possible de dire je connais tel pays, je peux me permettre de donner des conseils sur tel et tel pays, alors que non, en 2-3 jours on voit rien. Enfin, qu'est-ce que on passe. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est inadmissible que de se, comment dire. Après, chacun ses types de voyages et il y a des gens qui, je suis consciente, qui ont par exemple 2 semaines de congés payés par an et qui ne peuvent pas se permettre de visiter un pays plus que de 2 semaines, par exemple. Donc je veux pas juger, mais par contre 2-3 jours par pays, non. Et de dire surtout après sur son blog de faire la promotion, la pub. Je connais ce pays-là, j'ai été sur place. Non, enfin, pour moi, c'est un pays, c'est un tout. Ça se définit par l'histoire, par une culture, par les gens, par la langue qu'ils parlent, par la cuisine, par la musique, par aussi des villes, comment elles sont, leur architecture, par tout un tas de choses en fait. Et on peut pas en 2-3 jours avoir fait le tour de tout ça. Ou alors si on est resté sur son ordinateur, sur Wikipédia et qu'on s'est bien renseigné en 2-3 jours, mais c'est pas possible pour moi. Donc voilà, pour moi ça c'est tout ce qui pour moi ne fait pas partie du voyage, enfin qui n'est pas ma vision du voyage. C'est pas le mode de voyage que toi tu choisis en tout cas. Non. Voilà. Mais encore une fois, ceux qui ont des contraintes horaires parce qu'ils ont que quelques jours de congés payés, qui ne peuvent pas faire autrement, ceux-là, je ne veux pas les juger. Je juge vraiment ceux qui ont le choix et qui ont fait le choix, comme Cassie, puisqu'elle a démarché et elle s'est fait sponsoriser. Donc c'est elle qui, de son propre chef, a voulu rentrer dans le livre des records et qui a fait ce record. Donc là, pour moi, c'est pas possible. C'est pas entendable. C'est pas écologique d'ailleurs, puisqu'elle a dû prendre je ne sais pas combien d'avions pour faire tous ces pays-là en un minimum de temps. C'est pas respectueux pour les gens. C'est vraiment, pour moi, il y a tout est négatif. Voilà, pour les gens qui ont le choix. Donc, je voudrais vraiment inciter les gens, que ceux qui ont vraiment le choix, de faire quelque chose de bien en tout cas. Oui, de réfléchir sur sa manière de voyager, de ne pas faire sur un coup de tête, juste pour montrer qu'on a fait justement quelque chose. Okay. Pas mettre que des belles photos sur Instagram et se vanter d'eux, parce que maintenant c'est ça, avec les réseaux sociaux, on voit beaucoup de gens qui sont vraiment dans cette culture-là. Je montre, j'ai envie de me rendre important en montrant, et non, en fait, pour moi, c'est pas ça, et il faut pas. En fait, pour moi, il y a d'autres manières d'être important, en fait, de trouver sa place autrement dans la société que d'envoyer des belles images et de se vanter. Voilà, c'est pas du tout ma conception. Ok, super, merci beaucoup. Je suis un peu animée sur ces questions. Ah ouais, j'ai pas du sensé justement, mais en même temps je comprends tout à fait. Je suis contente que tu puisses le partager d'une manière sincère et merci pour ça. Alors, donc on a parlé de l'argent un petit peu, mais c'est quand même toujours la question, je pense, ça peut être une barrière pour certaines personnes.
Tu nous as parlé des missions de volontariat en fait. Donc en quoi ça consiste? Quels sont les exemples des missions que vous allez réaliser? Pour les missions de volontariat, la plupart des missions de volontariat qu'on a faites, c'est grâce à un site qui s'appelle Workaway. Il y en a d'autres, il y a aussi le site Helpix et il y a le Woofing qui existe. Donc ça, c'est les trois principaux sites internet de volontariat où contre une petite participation financière pour l'inscription et pour peut-être des droits d'assurance, je ne suis pas très bien renseignée dessus. On a accès à une liste d'hôtes qui proposent des missions. En tout cas, avec Workaway, ce qui est sympa, c'est que les missions sont vraiment très variées. Ça peut être du babysitting, ça peut être de l'aide à la rénovation, à des travaux, ça peut être de l'aide dans des projets humanitaires ou culturels. Ça peut être de l'aide dans une auberge de jeunesse, en hôtellerie, dans un restaurant. C'est un peu de tout. C'est vraiment très très varié. Et du coup, normalement, ces missions de volontariat, donc on réalise 5 heures d'aide par jour, dans la limite de 5 jours par semaine. Donc ça représente une demi-journée tous les jours, on va dire, de la semaine, sauf le week-end, ou en tout cas 2 jours non travaillés, contre le lit et les repas, 3 repas. Donc il n'y a pas de relation d'argent, on n'est pas payé, c'est pour ça que ça marche bien aussi pour des voyageurs comme nous, parce que on n'est pas obligé d'obtenir un visa travail pour faire ces missions de volontariat. Ça marche tout à fait si on reste dans la limite de notre temps imparti avec le visa tourisme. C'est aussi tout... Enfin, pour nous, c'est que du positif parce que on apprend de nouvelles choses. Donc là, pour ce qui nous concerne, on a fait du volontariat à la ferme 2 fois, on a fait du volontariat en hôtellerie, on a fait du volontariat en restaurant, on a fait du babysitting, on a aussi aidé à rénover une maison à Venise. Donc on est resté quand même une semaine logé et nourri à Venise contre de l'aide tous les jours, 5 heures d'aide par jour pour rénover la maison. Donc c'était vraiment sympa. Et ça nous a vraiment appris, mais vraiment d'autres choses, des choses qui sont pas de notre domaine d'études, de notre corps de métier. Et donc ça nous a permis de voir les choses autrement, de nous enrichir personnellement, c'est sûr. Et de se dire que si un jour on revient en France et qu'on n'a plus du tout envie de faire le métier qu'on faisait avant, on peut tout à fait, par exemple, se lancer dans des projets d'hôtellerie ou de restauration, puisqu'on sait comment cela fonctionne, sans avoir pour autant fait des écoles là-dessus ou passer des diplômes là-dedans. En fait, c'est notre expérience qui parle, et grâce aux missions de volontariat aussi, les autres, ils peuvent nous faire un mot de recommandation, par exemple, si on en a besoin professionnellement parlant après. Enfin voilà, pour nous c'est que du positif. Puis outre apprendre de nouvelles choses, on peut visiter aussi les environs, le coin, quand on a notre temps de pause, nos 2 jours de vacances entre guillemets par semaine. Donc ça nous a permis de combiner toutes ces choses-là pendant nos missions de volontariat. Et aussi, comme on est dans les familles, pardon, j'ai oublié ça, mais c'est parce que pour moi c'est évident, mais quand on est dans les familles en volontariat, on vit au plus près en fait des gens qui sont du pays. Donc par exemple, le matin, on mange des petits déjeuners typiques du pays en question. On est vraiment intégré à la vie locale. On va faire nos courses au marché du coin. On vit en fait ce que vivent les gens là-bas, et pour nous c'est encore plus même que les compétences les nouvelles compétences qu'on va apprendre, comme je sais pas, faire une vache ou voilà, faire de l'huile d'olive, puisqu'on a fait une mission de volontariat dans une oliverie en Turquie.
plus que ça va être vraiment comment vivent les gens sur place et d'avoir vraiment aussi ce point de vue-là en fait, ce point de vue local, cette expérience locale. Donc c'est super. Je conseille vraiment à tout le monde de faire du volontariat en voyage. D'accord, super. Et du coup, ça permet surtout, moi, c'est ce que je ressens, c'est de voir différents modes de vie, en fait, de voir comment les gens vivent ailleurs et comment on peut construire sa vie différemment. Donc, ça élargit l'espace des possibles et ça ouvre un petit peu nos ornières, on va dire ça. Je sais pas comment ça s'appelle en français. Tu vois que ça. Oui, d'être étroit d'esprit. D'ouvrir un petit peu plus, le champ des possibles. Très bien. En fait, le voyage, c'est pas toujours facile. Et tu nous en avais parlé hier. Du coup, quelles sont les barrières ou les défis que vous avez rencontrés? Comment vous les avez surmontés? Un exemple En fait, ça va être vraiment dans les différences culturelles. C'est vrai que quand on arrive dans un pays et que on connaît, parce que en fait c'est ça, comme on voyage par le stop, sans guide de voyage, sans limite de temps, vraiment on passe d'un pays à l'autre et on se renseigne pas, enfin en tout cas on veut pas se renseigner avant sur le pays puisqu'on veut se renseigner une fois qu'on y est, que les gens vont nous apprendre en fait quelques mots de leur langue ou qu'est-ce qu'il y a à voir, qu'est-ce qu'il y a à faire, quels sont vraiment les points, enfin voilà des faits des traits qui sont propres à leur culture. Et par exemple, ce qui a été déroutant, je ne sais pas si c'est le cas en Pologne, mais en Bulgarie, en tout cas, quand quelqu'un dit oui, en fait, il fait un signe de tête comme ça. Ouais. Et pour une Française, c'est déroutant parce que nous, le nom, il est comme ça. Et du coup, quand on pose une question à un Bulgare et qu'on, par exemple, est-ce que ça te plaît et qu'il nous fait ça, en fait, nous, on comprend non et on se dit, tiens, c'est bizarre, on ne s'attendait pas à avoir un non en réponse, mais en fait, il veut nous dire oui. Ou alors, par exemple, les Turcs, pour dire non, ils ont ce tic qui est comme ça. Et en France, tu fais ça pour répondre non à tes parents, c'est assez mal pris en fait. C'est un peu, tu réponds, c'est du mépris. Et alors qu'en Turquie, c'est commun en fait, c'est un tic de langage, c'est vraiment lié à leur culture. Alors du coup, ça va être vraiment, on va dire, les difficultés liées un peu à des chocs culturels, à des non-compréhensions sur le début. Une fois qu'on a compris comment les gens fonctionnent, comment leur société s'organise, là, c'est bon, ça va mieux, mais vraiment, sur le début, ça va être les chocs culturels. Plus que on va dire, la barrière de la langue, puisque ça, même si on ne parle pas du tout la même langue, on peut se débrouiller par geste. Maintenant, avec le téléphone et Google Traduction, vraiment, il y a tout un tas de beaux moyens pour communiquer. Mais vraiment, c'est le choc des cultures, ça, on n'y est pas vraiment préparé. Et tu disais aussi par rapport à la barrière de langue que finalement, c'était pas si compliqué même d'apprendre un alphabet différent. Ouais. En fait, quand on voyage, on se rend compte que... Alors, moi, je suis pas une littéraire de base, je suis une scientifique, donc en plus, c'est pour moi, les langues devraient être pas naturelles, pas innées, par rapport à quelqu'un dont on va dire, l'intérêt est plus les langues. Mais pourtant, j'ai découvert en voyage, finalement, que les langues parlées, elles ont toutes des points communs. Que par exemple dans la langue turque ils ont plein de mots français qui nous ont empruntés, quand j'ai été en Serbie ou Monténégro où j'ai dû apprendre à lire l'alphabet cyrillique puisque tout est écrit en cyrillique là-bas, en fait je me suis rendu compte que c'était proche de l'alphabet grec. Et ça s'explique aussi dans l'histoire, puisque l'alphabet cyrillique découle en partie de l'alphabet grec. Donc en fait, j'ai appris en cours de mon voyage, finalement que
que c'est facile d'apprendre, assez facile d'apprendre des langues, bien sûr pas en profondeur, mais en tout cas en faisant des associations, en se rendant compte qu'il y a vraiment des similarités fortes. C'est vraiment pas compliqué d'apprendre quelques mots et de pouvoir communiquer, en tout cas basiquement. Et que la barrière de la langue, ça devrait pas être un frein vraiment. On devrait pas avoir peur de ça en fait. C'est vraiment quelque chose qui ne devrait pas faire peur. Et puis voilà, les gens, même si on ne comprend pas, comme je le disais, il y a les gestes, il y a les expressions. On peut tout à fait arriver à communiquer entre deux personnes, même si on ne peut pas faire un débat, on ne va pas au fond des choses, mais au moins communiquer juste pour le basique. Un sourire, ça parle à tout le monde, c'est universel. La façon de se sentir, comment dire, quand on veut remercier une personne, même si le mot merci on ne le connaît pas, on a toujours cette attitude où on se sent, je sais pas vraiment, une attitude de merci en fait, où voilà, on se sent content du cadeau reçu et on partage en fait cette gratitude qu'on a envers les gens. Enfin voilà, c'est tout ça. On arrive à communiquer. Vraiment, faut pas avoir peur de cette barrière de la langue. Ça devrait pas exister. On arrive toujours à s'en sortir. On arrive toujours à trouver des petits points communs. Enfin voilà, on devrait pas avoir peur. Super. Et je me dis en fait comment c'est voyager en couple parce qu'il y a des ressources à l'intérieur de ça. Il y a une forme de sécurité, de lien, tout ça. En même temps, j'imagine qu'il y a aussi des défis aussi pour tenir avec la même personne tout le temps. En fait, le voyage, c'est vrai que quand on est parti, pour nous, c'était ça passe ou ça casse. Mais vraiment, c'était finalement une autre étape de notre vie de couple. Plus que emménager à deux, c'était là, on part et comme on va être tout le temps ensemble, 24 heures sur 24, ça peut passer comme ça peut casser. Finalement, c'est passé, donc c'est très positif pour notre couple puisque on se dit que là, on peut envisager plus de choses, un avenir à deux, on va dire. En tout cas, qu'on est plus certain dans notre choix de l'autre. Et bon, après, pour ce qui est du quotidien, c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas facile tous les jours. Il y a eu des disputes, on va pas se le cacher. Les disputes, elles ont été beaucoup plus fortes que celles qu'on avait pu avoir avant, puisque comment dire, en fait, en voyage, on se retrouve à nu. Mais vraiment, on se retrouve dans des situations qui peuvent nous mettre dans un gros état de stress, je sais pas, on est complètement, on fait sauter les barrières, on est complètement à nu en fait, et on partage ça avec l'autre, donc l'autre nous voit dans notre état, on va dire, dans nous-mêmes en fait, et donc nous voit avec nos qualités, mais surtout nos défauts. Et du coup, les disputes, elles ont été plus fortes, plus intenses en fait, plus émotionnelles, beaucoup plus fortes. Mais on les a surmontées. Ce qui a aidé, c'est de la communication. C'est vrai que des fois, on peut se lancer des pics, mais on communique tout le temps, on se dit tout. Donc ça aide beaucoup à évacuer aussi et à désamorcer, on va dire, une dispute. Donc vraiment la clé c'est la communication, se faire confiance. Là le voyage nous a permis de vraiment se lancer mais sans filet de sécurité, donc du coup on s'en remet tout à fait à l'autre. Et du coup je vais parler de mon accident en Bosnie puisque je suis tombée sur un trottoir en Bosnie et je me suis ouvert l'arcade et cassé le nez. Et quand ça s'est passé, en fait, Julien, il a été là, il a été présent d'un bout à l'autre, il a aidé à gérer vraiment psychologiquement et physiquement tout en fait. C'est-à-dire que du moment où je suis tombée, au moment où on a appelé l'ambulance pour venir me secourir,
Mais Julien, lui, il s'est occupé de prendre mon sac à dos et de l'emmener à l'hôpital, de faire tous les papiers après pour le remboursement des soins, de m'emmener en fait d'un service à l'autre dans l'hôpital, d'être là pour moi et de me réconforter, enfin voilà. Et ça aussi, ça a fait que ça a soudé un peu plus notre couple, puisqu'on apprend à se faire totalement confiance l'un l'autre et vraiment de vivre des choses, qu'elles soient belles ou qu'elles soient moches, mais finalement de les vivre intensément à deux. Voilà. Ouais, merci d'avoir partagé aussi l'accident, parce que je pense que c'était pas un moment facile, mais ce qui est bon dans cette histoire, c'est que voilà, ça vous a soudé en fait, et vous avez traversé, vous n'êtes pas arrêté, vous avez continué le voyage après, et toi tu avais une attitude plutôt, pas je dirais 100% relax, mais plutôt optimiste, voilà, c'est ça, positive, positive hein, de toute façon. Super. Alors, donc, le meilleur souvenir, j'imagine qu'il y en a eu beaucoup, mais est-ce que tu as quelque chose qui t'a touché beaucoup, qui t'est resté vraiment, qui t'a nourri, que tu penses encore aujourd'hui par rapport à le voyage réalisé jusqu'aujourd'hui? Alors, je vais en dire deux parce que c'est dans deux registres complètement différents. Au niveau de paysage, mon meilleur souvenir, c'est la Cappadoce. Mais toi, je pense que tu peux partager cet événement. C'était le lever de soleil en Cappadoce avec toutes ces montgolfières qui s'envolent. Donc nous, on n'était pas dans une montgolfière, on était vraiment au sol et on les a regardées s'envoler et c'est un instant complètement magique avec ce lever de soleil sur la Cappadoce. Donc pour ça, même moi, là, j'ai encore cette vision-là. Je me suis levée très tôt ce matin-là à 5 heures pour pouvoir voir ça. Mais ça valait vraiment toute la peine du monde parce que c'était tellement beau. C'était pour moi ce que j'ai vu de plus beau à l'heure d'aujourd'hui. Et ensuite, dans une autre catégorie, donc c'est sur l'humain. La plus belle rencontre que j'ai pu faire, c'est une rencontre avec un migrant afghan qui, lui, pour des raisons de sécurité évidentes, il a fui son pays d'origine. Donc, il a laissé sa famille derrière lui. Il a 19 ans. Il a laissé sa famille derrière lui. Il a tout laissé tomber dans son pays où il ne se sentait plus en sécurité du tout pour rejoindre l'Europe et avoir une chance de finir ses études déjà, puisqu'il avait commencé des études en économie. Il était en première année de fac d'économie en Afghanistan. Donc finir ses études déjà, mais surtout être à l'abri en fait, de pas être embrigadé dans les groupes armés de Daesh et les compagnies. Et du coup, là, je l'ai rencontré à Belgrade en Serbie, où il vivait dans un squat, dans des conditions pas terribles. Le squat en question, voilà, il y avait des trous, c'était l'hiver, ça faisait des courants d'air froid, c'était horrible. Après, il y avait des associations sur place, des aides humanitaires qui leur permettaient d'avoir 3 repas par jour chauds, du thé et aussi de faire des activités physiques. De pratiquer son sport préféré qui est le cricket, qui n'est pas très développé en Europe, des choses comme ça et finalement de le rattacher à sa culture puisqu'il a été complètement arraché du jour au lendemain à son pays, à sa culture et il vient en Europe où c'est des cultures totalement différentes, des modes de vie totalement différents, c'est un gros choc, ça a dû faire un gros choc pour lui. Finalement, après notre rencontre à Belgrade, donc qui a été quand même assez marquante, on est resté en contact. Et là, je peux dire qu'en ce moment, il est en France, il est entré en France illégalement, malheureusement. Mais il a fait une demande d'asile sur le sol français. Donc il est en attente de ses papiers provisoires. Pour le moment, mais j'ai toujours contact avec lui et je pense que je vais le revoir très 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 prochainement ici à Paris. Mais voilà, je vais pas divulguer où il reste ou quoi pour le protéger ni en dire plus sur lui. Mais en tout cas, c'est plus que finalement mes autres ou les autres gens que j'ai pu rencontrer en voyage. Lui, son histoire m'a particulièrement touchée parce que finalement, le concours des circonstances a fait que c'est devenu un voyageur comme moi.
il est parti avec son sac sur le dos, quelques affaires, et il a traversé les pays à pied. Mais c'est pas du tout les mêmes conditions que moi, à savoir que lui, il traverse les pays illégalement, il vit voilà, comme il peut, enfin il survit en fait, alors que moi j'ai la chance avec mon passeport d'aller dans les pays où je veux, de faire le visa sans problème, d'être vraiment dans une situation de totale légalité et reconnue en fait grâce à mon passeport français. Enfin voilà, c'est la rencontre pour moi qui m'a le plus touchée. Et j'espère vraiment, je l'aide de mon mieux à s'en sortir. J'ai rédigé une lettre pour lui permettre d'appuyer en fait sa demande d'asile en France. Donc j'espère de tout mon cœur qu'il va être accepté en France. Puisque il y a aussi ça qui me touche par rapport à mon pays d'origine. C'est que de tous les pays que j'ai traversés, j'ai pas eu ce sentiment de grosse mixité culturelle comme on a en France. En tout cas, quand je me balade dans les rues à Paris, je vois des gens de toute origine qui se parlent entre eux, qui vivent ensemble. Alors ok, c'est pas toujours facile. En France, il y a aussi des problèmes liés à l'intégration de certaines populations. Mais franchement, dans tous les pays que j'ai pu voir jusqu'à présent, j'ai pas vu du tout autant de mixité, autant de mix de culture qu'en France. Et donc j'espère vraiment de tout cœur qu'on va continuer en France à garder ce gros mix. En tout cas, moi, ça me tient à cœur. Merci beaucoup pour ce partage. Et ça me touche aussi parce que tu sais, c'est vrai que c'est une question tout à fait d'actualité aujourd'hui au niveau des migrants et des gens malheureusement qui bougent pour des raisons politiques ou autres. Et pas par leur choix, on va dire, pas pour le plaisir, mais vraiment par nécessité vitale. Et moi, en fait, ça me touche parce que oui, parce que moi, je suis une immigrée, en fait. Dans le sens où j'étais naturalisée en France, je suis partie par choix, c'était pas par une obligation, mais j'étais accueillie et j'en suis reconnaissante. Et c'est vrai que c'est une richesse, je trouve. C'est un défi énorme, mais en même temps, moi, c'est ce qui m'attire aussi à Paris, à Marseille, dans d'autres villes en France, cette diversité, cette mixité culturelle et cette possibilité d'échanger, de s'enrichir mutuellement, même si c'est pas toujours évident. Et il y a des défis qui vont avec. Mais bon, j'espère qu'on va les surmonter aussi grâce à des personnes comme toi qui voyagent, qui ont le courage d'aller vers l'autre, en fait, de le rencontrer tel qu'il est, par-dessus les clichés, par-dessus les stéréotypes. Je pense que c'est ça qu'il faut, en fait. Moi, en tout cas, j'espère, je compte là-dessus. J'espère aussi. Ouais. Vraiment de tout cœur. Ouais. Et du coup, ce qui m'intéresse, en fait, beaucoup, c'est qu'est-ce que le voyage a changé dans ta manière de percevoir, comment dire, dans ta manière de voir la vie, dans tes habitudes, dans ta manière de fonctionner, tes priorités de vie, tes valeurs. En fait, comme on en a déjà parlé, on voyage sans limite de temps. Et finalement, je crois que le plus gros enseignement de ce voyage, c'est de prendre son temps. Parce qu'on prend pas assez notre temps. On stresse pour pas grand chose, on court à droite à gauche, on court pour prendre le train, on court pour je ne sais plus quelle raison. Mais en fait, si on se pose, qu'est-ce qui est important en fait? Enfin, prenez votre temps parce que vraiment, vous allez voir, vous allez vous sentir mieux en prenant votre temps. On va découvrir plus de choses, on va apprendre plus de choses, on va s'ouvrir à plus de choses, on va vraiment profiter de ce temps. Et après, je me rends compte que vraiment, avant, il y a des choses que je disais, si je rate le train, c'est grave. Mais en fait, non. En fait, le voyage m'a appris que non, en fait, à replacer ses limites de qu'est-ce qui est important, de qu'est-ce qui ne l'est pas. Et finalement, je me rends compte dans notre société très développée où voilà, on court à droite à gauche, on est stressé, je sais pas comment expliquer, mais voilà, dans l'idée de courir après sans arrêt après quelque chose, finalement le voyage m'apprend que en fait c'est pas important.
que ce qui est le plus important finalement, c'est d'être déjà en bonne santé, d'avoir de quoi manger, d'être sous un toit, ça c'est super important. C'est peut-être aussi Sweet qui m'a appris ça, finalement dans les conditions dans lesquelles il a voyagé. Et moi aussi dans les miennes, je me dis, bah oui, en fait, ce qui est vraiment le plus important, c'est de répondre à nos besoins basiques. Après, tout le reste, on doit le prendre comme du bonus, des cadeaux, en fait. On doit rien, on devrait ne rien attendre des autres ou de la vie. On devrait juste, satisfaire nos besoins, être heureux tout simplement et prendre son temps. Voilà. Non, pour les enseignements du voyage. C'est magnifique tout ça. En fait, c'est vrai que c'est pas évident quand on est dans le train-train quotidien. Moi, j'ai pas d'enfants, tu vois, mais je vois mes collègues en fait, ils sont en train de courir, ne pas dormir, travailler, je sais pas. Moi, parfois, je me dis, mais moi déjà, j'ai des problèmes pour m'organiser. Alors, si un jour, tu vois, j'ai des enfants, je ne sais pas comment je vais faire. Mais c'est vrai que c'est une belle qualité et c'est important de se dire, bah oui, rien n'est grave tant qu'on a de quoi manger, on a un toit, c'est déjà énorme. Et puis de prendre son temps de quand même profiter de la vie au quotidien et pas le mettre pour plus tard. C'est pas une course en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est pas une course, je pense que aussi on est très influencé par les autres dans notre société. Ou si, par exemple, tu donnes l'exemple des enfants, mais je pense que la plupart des mères, c'est si on laisse les enfants trop longtemps à la nourrice, t'es une mauvaise mère parce que tu passes pas assez de temps avec eux. Mais en fait, ça doit être vraiment des décisions personnelles, ça doit être discuté avec les enfants aussi. Et je pense que faut arrêter de juger, de juger les uns les autres sur le quotidien. Ça doit être, on doit faire abstraction de ça on prend nos décisions pour nous faire plaisir d'abord, pour être heureux dans notre vie. Et si ça colle pas avec les requis de la société, c'est pas grave. Enfin, qu'est-ce qui est grave en fait? C'est ça, c'est de se reposer en fait les bonnes questions. D'être authentique et d'être en paix avec soi-même en fait. Voilà, c'est ça, c'est d'être tout simplement, comme tu dis, en paix avec soi-même, c'est-à-dire que si tu te fais plaisir et si tu penses que c'est la bonne décision, alors vas-y à 100%. Et si après tu te trompes, c'est pas grave, du moment que tu assumes tes erreurs, il n'y a pas de problème. Et vraiment, la clé, voilà, c'est de s'affranchir de tout ce que les autres vont dire, de tout ce que la société va te renvoyer. En fait, je pense que vraiment le voyage m'a appris ça. Tu l'as notifié, j'ai plus de maquillage. Avant, oui, je me maquillais parce que je sais pas, c'est un truc, on a été élevé là-dedans, c'est les filles se maquillent et puis il faut paraître présentable à l'entreprise et puis mais pourquoi en fait, si je me trouve belle sans maquillage, qu'est-ce qui est important, au final, si on se sent bien dans sa peau. Donc voilà, en fait, le voyage, il replace ce genre de questions un peu, peut-être pas existentielles, mais il replace beaucoup de questions importantes en fait. Qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il n'est pas, et voilà. On réfléchit à deux fois avant de courir sur le premier truc. En fait, j'ai l'impression qu'on prend moins de choses pour acquis comme pour naturel, pour obligatoire, et on se questionne et on cherche peut-être les réponses à l'intérieur de nous plutôt qu'à l'extérieur du coup. Oui et non en fait, parce que les réponses on les a aussi par nos interactions en fait avec les autres, avec l'extérieur. Les réponses elles ne se trouvent pas au fond de nous, c'est parce que on a finalement développé une autre expérience, une expérience différente, que finalement on a eu d'autres réponses à apporter à nos questions. Et pour la question du maquillage par exemple, c'est parce que j'ai voyagé et que personne m'a fait la remarque tiens t'es pas maquillée aujourd'hui, que moi finalement c'est venu naturellement que je mets plus de maquillage. Et depuis que je suis retournée en France,
personne ne m'a fait de remarques sur pourquoi tu ne mets plus de maquillage, donc c'est peut-être une bonne chose. Et si quelqu'un me l'a fait, en tout cas, voilà, je lui répondrai que je n'en ai plus besoin et pourquoi. Mais pour l'instant, non, personne ne m'a fait de remarques. Comme sur la coloration de mes cheveux qui est passée, ou voilà, des choses comme ça. Maintenant, c'est... C'est marrant parce que moi, par exemple, je ne maquille pas énormément, mais un petit peu quand même. Et par exemple, j'ai toujours éclairci les cheveux. Et là, du coup, ces derniers temps, je me dis non, j'ai envie de garder tel que c'est. Bon, on va voir si je vais tenir parce que peut-être je vais complètement rechanger à nouveau. Mais c'est intéressant et je pense que tu sais, il y a d'autres femmes en fait qui commencent à, même les femmes communes apparemment, c'est dans l'air des temps maintenant justement de ne plus se maquiller. En tout cas, je trouve ça intéressant d'aller plus vers le naturel. Et dans la beauté telle qu'elle est, en fait, sans l'artifice et sans le superflu. Donc, après, là, je parle par rapport aux remarques que peut faire la société, mais il y a des choses, par exemple, des complexes qui nous viennent de l'intérieur, qui sont vraiment pas du fait, enfin, peut-être une conséquence si un peu du phénomène de société, mais il y a des choses, par exemple, pour lesquelles on se sent vraiment très complexé à l'intérieur de soi, et pour lesquels on a toujours besoin de recourir à des artifices. Donc pour ça, c'est sûr que c'est pas facile de prendre la décision. Je me maquille plus, je me teins plus les cheveux. Enfin voilà, c'est pour certaines femmes, non, ça ne sera pas facile. Mais en tout cas, pour d'autres, je sais que c'est du superflu si elles sont bien, dans leur corps, si elles sont bien dans leur tête, faites-vous plaisir en restant vous-même. C'est ça. Ok, super. Alors, la prochaine destination et le prochain départ, du coup. Alors, là, on a mis notre aventure en pause pour retrouver nos familles à Noël, parce que Noël, c'est une tradition super importante en France, et en tout cas dans nos familles. Donc, on va retrouver nos grands-parents avec joie. Nos amis aussi, et on va repartir exactement du point où on était parti, à savoir Yerevan, c'est la capitale de l'Arménie. Et après, pour les prochaines destinations, on a une petite idée, mais pas d'itinéraire précis. En tout cas, on voudrait absolument voir l'Iran. C'est un pays dont on nous a vanté les beautés et la gentillesse des gens, donc on a hâte de découvrir ça. Et après cela, normalement, on devrait remonter en Russie pour des questions de sécurité, puisque à l'est de l'Iran, les pays sont actuellement en conflit. Je pense à l'Afghanistan, à l'Irak, la Syrie, tout ça. Donc c'est pas des zones très sécurisantes pour nous. Donc on va remonter en Russie. On va aussi faire une petite exception, en stop, puisque on compte prendre un peu de train, notamment le Transsibérien, qui est un de mes rêves d'enfance. Donc j'espère que je vais pas être déçue. Et donc on va prendre un petit peu de ce train mythique et continuer l'aventure en stop, passer ensuite Mongolie, Chine et tous les pays de l'Asie du Sud-Est. Voilà. Mais c'est pas encore très fixé. En tout cas, le seul objectif sûr et certain, c'est qu'on veut aller en Australie sans avion. Voilà, c'est ça. Donc le bateau alors, du coup, aussi. Voilà. Et combien de temps tu penses que vous allez continuer encore à voyager, tu sais pas, ou t'as une idée? En fait, on n'en a aucune idée. C'est-à-dire que quand on est parti, on se disait, bon, allez, l'Australie, peut-être 1 an, 2 ans. En fait, ça, c'était ce qu'on disait par rapport à tout ce qu'on peut voir sur le net, ou alors les collègues qui te disent, moi, j'ai pris une année sabbatique, et puis je suis allée dans tel pays, donc un an de congé sabbatique, oui, donc... c'est pour ça qu'on se disait au début, bon, 2 ans. Et puis, quand on voit qu'en 1 an, on a fait Paris-Arménie, juste Paris-Arménie, finalement, on donne plus maintenant de temps, en fait. On se dit, on va prendre notre temps, on va prendre le temps qu'il faut, et voilà. En tout cas, faut suivre notre aventure et vous verrez bien le temps qu'on mettra pour aller en Australie. Super. Est-ce que vous allez faire quelque chose différemment par rapport au voyage, par rapport à ce que vous avez appris, expérimenté pendant ces derniers mois de voyage? Non, je sais pas. En tout cas, là, vraiment,
ce qu'on a fait, ça nous convient tout à fait. Mélanger l'accueil chez habitants, les missions de volontariat, tout ça, on va continuer le stop aussi, bien évidemment. Sinon, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on va changer? On va changer quelques affaires de nos sacs, puisqu'on a des affaires très abîmées. Notamment mon jean qui est troué, qui n'est plus très métal, plus très étanche non plus. Donc oui, on va changer du matériel, mais pas vraiment notre façon de voyager. En tout cas, on a prouvé qu'elle marchait très très bien pour nous et on va continuer comme ça. Ouais, je suis contente, merci pour cette réponse. J'aime beaucoup. On va changer quelques affaires, mais pas la manière dont on voyage. Chouette. Alors, est-ce que tu as un message final pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent? Est-ce que tu as envie de leur dire quelque chose en particulier? En fait, je pense que on a des peurs. Voilà, on parlait tout à l'heure de la peur de la barrière de la langue. On a des peurs par exemple, de quitter notre travail ou notre train-train quotidien parce que finalement c'est un aspect sécuritaire. On a quand même des revenus, de l'argent qui vient tous les mois. On a un toit, on a de quoi se nourrir. C'est vrai que ça rassure. Mais finalement, en fait, pour ceux qui se posent la question, je suis pas heureux dans ma boîte ou je suis pas à ma place dans cette vie-là. N'hésitez pas à vous lancer en fait. Enfin, il faut pas avoir peur. Enfin, peur de quoi? En fait, on est tous humains. En fait, c'est ça de voyager, c'est de rencontrer d'autres personnes, mais de voir qu'au final, on est tous pareils. En fait, on a tous les mêmes besoins. Et que si on est, si on est dans le besoin, il y aura toujours quelqu'un pour vous tendre la main. Si vous êtes dans une démarche de partage, vous trouverez forcément des gens qui vont partager avec vous. Si vous êtes curieux, il y aura forcément des gens pour satisfaire votre curiosité. Enfin, vraiment, n'ayez pas peur de vous lancer parce que toutes les peurs que vous pouvez avoir ou toutes les barrières que vous vous mettez, au final, c'est vrai. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais elles sont pas lieu d'être en fait. Oui, donc en fait, je pense qu'on ressent la peur, mais quand tu fais un pas, quand tu avances, du coup, ça s'atténue et tu te rends compte que finalement, c'est pas si grave que ça. Oui. En fait, je pense que le pas le plus difficile, c'est le premier, c'est d'initier en fait le changement de vie. C'est-à-dire, c'est la démission par exemple, ou c'est de rendre son appart. Oui, ça, c'est des décisions vraiment très importantes et très très difficiles à prendre. Mais une fois que le pas est fait, mais vous allez voir, ça va aller tout seul, il n'y aura pas de problème. Et quand bien même au cours de votre voyage, il y aura des petits soucis, mais ça arrive en fait partout. Même à Paris avant, on a eu aussi nos petits lots de galère. Donc n'ayez pas peur en fait, n'ayez pas peur du monde, n'ayez pas peur du voyage. Super, merci. Et moi, j'ai envie juste de nuancer un peu par rapport, parce que pour vous, ça a été radical. 2 démissions, 3 mois de départ, 1 an, à pied, tout ça en stop. Donc, c'est un choix de vie courageux et radical pour moi. Et par exemple, je pense que chacun trouve son équilibre à l'intérieur de lui. Ça veut dire que tu n'as pas forcément besoin de lâcher ton travail complètement, de démissionner ou autre, parce que ça peut aussi te plaire. Moi, par exemple, je suis contente pour l'instant d'avoir mon poste, d'apprendre, de contribuer, d'avoir mon salaire et tout. Mais en même temps, j'ai aussi cet appel pour voyager. Je me dis que peut-être si je peux prendre, pas un congé sabbatique, mais rien que 3 semaines. Ok, je ne vais pas partir longtemps, mais rien que ça aussi, ça va me permettre de découvrir certaines choses. Donc, je pense que c'est chacun qui peut moduler en fait tout à fait. Le degré, le temps, la manière de bouger en tout cas. Mais votre exemple, il est inspirant parce qu'il est vraiment radical. Pour moi, il est radical, il est courageux, il est différent. Donc, Non, mais tu fais bien de moduler en fait ces propos parce qu'effectivement, moi, je prends mon exemple personnel où, comme je le disais au début, j'étais à 2 doigts du burn-out, donc j'étais vraiment très malheureuse dans la position, dans mon job avant. Si la personne se sent très bien dans son entreprise et dans son job, alors non, enfin il n'y a pas de souci. Prenez les décisions en fait qui vous rendent heureux, mais n'ayez pas peur de franchir le pas. En fait, c'est ça que je veux dire. Il n'y a aucune peur à avoir parce que derrière, ça, vous allez voir en fait, vous pouvez pas vous
casser la gueule complètement et vous retrouver vraiment comme ça du jour au lendemain à la rue sans rien. C'est pas possible. Et si vous avez un peu de ressources au fond de vous, vous allez forcément rebondir, vous allez forcément trouver des choses, des alternatives. C'est ça qui est formidable, c'est que vraiment il y a plein de façons de rebondir derrière. Il y a plein d'issues possibles. Donc ça ne tient qu'à vous et vous ne devez pas vous laisser tenailler par la peur, il faut y aller en fait. Et la vie est faite de ça en fait, d'expérience, on fait un pas en avant, et si on tombe, on se relève et on continue. Oui, c'est chouette tout ça, super. Alors, dernière chose, où est-ce qu'on peut trouver les informations sur vous? Où est-ce qu'on peut suivre vos aventures et comment rester en contact? Eh ben, on peut rester en contact par Skype. Oui. Mais pour ceux qui nous regardent, surtout parce que moi, je vais pas te lâcher comme ça, t'inquiète pas. Mais pour ceux qui nous regardent, en fait, comment ils peuvent trouver les informations sur toi et sur vos voyages? Je plaisantais. Et on peut nous trouver sur notre blog, donc comme tu l'as dit au début, Serial Hikers, les randonneurs en série. Mais d'ailleurs, le mot hikers ne fait pas que référence à la randonnée. Effectivement, on est fan de randonnée, mais pas que. Il fait référence aussi à hitchhikers, qui veut dire autostoppeur en anglais. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Et aussi sur notre page Facebook et sur les autres réseaux sociaux, puisqu'on a, on va dire, déposé le nom Serial Hikers sur tous les réseaux. Donc voilà, vous pouvez nous trouver un peu partout. Vous nous envoyer un mail, voilà, vraiment vous pouvez nous contacter par tous les moyens, il n'y a pas de questions bêtes, vous pouvez vraiment nous déranger à n'importe quel moment de la journée pour nous poser des questions, on essaiera d'y répondre, c'est pas toujours facile, on voyage, on n'a pas toujours internet, mais en tout cas on aime partager notre expérience et nos conseils, donc n'hésitez pas. Votre site est vraiment très joli, très bien fait. Et d'ailleurs, il y a aussi des recettes de cuisine. Oui, il y a des recettes de cuisine, oui, tout à fait, qu'on a appris auprès des locaux. Donc, ça, c'est vraiment pas des recettes de cuisine qui sortent de Marmiton ou de je ne sais pas quel site internet. C'est vraiment des recettes de cuisine familiales, très locales. Testé par vous et aussi un petit peu modulé à votre sauce parce que vous mangez pas de viande, je crois, en tout cas pas beaucoup, du coup c'est végétarien. Voilà, on est, ça s'inscrit aussi dans notre démarche un peu écologique, éthique. On est essentiellement végétarien. Enfin, on est à tendance végétarienne parce que c'est pas toujours facile en voyage de trouver que de la nourriture végétarienne, surtout quand on est hébergé chez des gens qui sont absolument carnivores et qui adorent la viande et qui ne font que des plats de viande. C'est difficile de leur dire ah bah non, on mange pas de viande. Donc voilà, on essaye d'être le plus végétarien possible, en tout cas en voyage. Quand on se cuisine nous-mêmes, ça va être sans viande. Et en tout cas, sur nos recettes de cuisine, on propose des alternatives végétariennes. Parce qu'il y a des plats, par exemple, je pense à la moussaka. La moussaka grecque, forcément, c'est de la viande à la base, mais on propose une alternative végétarienne. Chouette. Voilà. Et l'événement, tu participes à un événement tout prochainement, le mercredi 6 décembre. J'espère que je vais avoir le temps de mettre tout en ligne avant. Croisons les doigts. Qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce qu'il y a encore des places ou tout est pris ou est-ce qu'il y aura un enregistrement après, peut-être, pour revoir? Alors, malheureusement, tout est pris, c'est déjà complet, j'ai su ça hier. Mais je pense que comme le spectacle sera filmé, il y aura des chances que les interventions soient mises en ligne sur la page Facebook de l'événement. Enfin, je me renseignerai. Ou nous trouver sur YouTube. Je pense qu'il y aura des moyens de retrouver nos interventions. Alors, c'est un spectacle qui va réunir 8 personnes sur scène. Donc, on a chacun 6 minutes pour parler de nos voyages. En fait, c'est plutôt à thème, c'est avec le thème du voyage. Mais on a chacun un fil rouge différent. Donc moi, par exemple, je vais parler de voyager sans avion et sans limite de temps.
Il y a d'autres personnes qui vont raconter, ça va être différents thèmes, ça va être par exemple le voyager en France, puisque après tout, voyager c'est pas forcément aller visiter des pays étrangers, mais ça peut être aussi visiter son propre pays. Ça peut être voyager sans guide de voyage, ou ça peut être le voyage à travers les épreuves sportives. Donc voilà, il y a différents thèmes qui sont abordés, donc on aura chacun 6 minutes pour aborder ces thèmes-là. Et après notre intervention, les personnes dans la salle ou même extérieures pourront poser toutes leurs questions qu'ils veulent et on tentera d'y répondre après le spectacle. Et voilà, donc ça va se passer le mercredi 6 décembre au hasard ludique qui pas à côté de la station Guy Moquet, je crois, sur la ligne 13 à Paris. Voilà. Super, j'espère qu'il y aura un enregistrement parce que du coup si c'est complet on ne pourra pas forcément malheureusement nous joindre à vous, mais bonne intervention à toi, excellente continuation et puis j'espère peut-être revoir avant que tu partes. Et un grand merci pour cet entretien et de ta patience et pour ta sincérité, pour ton authenticité et ce fut vraiment un plaisir. Merci à toi et à ton copain pour votre exemple et puis profitez bien. En tout cas. Profitez bien et partagez avec nous vos aventures, vos mésaventures, vos enseignements. Je pense que tout le monde va en profiter. Donc, un grand merci. Super. Merci à toi en tout cas.